on a vraiment beaucoup de chance dans nos midis, puisque chaque fois, on se retrouve au cœur de l'actualité. C'était le cas pour l'Iran, c'est le cas ici. On ne savait pas que Netanyahou serait en début d'interrogatoire avec ses avocats. Bref, c'est encore une fois un midi très très actuel. Je ne vais pas l'introduire longuement parce que j'ai en fait deux invités au lieu d'un pour le même prix. Hein. Voilà. C'est bénévole de toute façon. Puisque Charles a invité, il a eu bien raison, son épouse, que je vais présenter aussi. Elle n'est pas encore arrivée parce qu'elle est dans son journal. Et si on la libère, elle arrivera. Donc on est vraiment dans une situation assez paradoxale, peut-être sans précédent dans l'histoire israélienne. Netanyahou venait de battre dans la joie le record de longévité de David Ben Gourion à la tête de l'État d'Israël, enfin comme Premier ministre de l'État d'Israël. Et apparemment, la prolongation de ce record a l'air de poser problème. D'une part, le plébiscite ou les plébiscites qu'il a organisés pour essayer d'élargir sa base à l'Assemblée ont fait boomerang, ont échoué de toute évidence. Et deuxièmement, non seulement il a du mal à composer une coalition majoritaire, de toute évidence, mais aussi il est devant des échéances judiciaires qui peuvent se révéler peut-être assez inquiétantes. Donc c'est de cela que Charles Anderlin et son épouse Danielle Kriegel vont nous parler. C'est vraiment les meilleurs interlocuteurs qu'on puisse avoir sur la question. Charles, vous le connaissez, je ne vais pas vous faire un long CV. Il est journaliste, grand reporter, auteur de nombreux livres. Il est franco-israélien et il a travaillé pour France 2 comme correspondant permanent à Jérusalem pendant 3 ou 4 siècles, plus précisément de 1981 à 2015. Et il est l'auteur de nombreux livres, dont un ou deux se trouvent ici d'ailleurs, notamment Les années perdues, Intifada et guerre au Proche-Orient, 2001-2006, chez Fayard, Au nom du Temple, sur la poussée, d'ailleurs ça s'appelle L'irrésistible ascension du messianisme juif en Israël. Et j'ajoute qu'il va bientôt publier, dans quelques mois, en février, un livre qui va encore lui valoir beaucoup d'amis. C'est un livre sur les Juifs de France. Les Juifs de France entre République et sionisme. Voilà. Je suis en train de regarder les épreuves. Alors, avec lui, il y aura donc sans doute Danielle Kriegel, qui est elle aussi journaliste, qui est correspondante du Point depuis plus de 20 ans oui. À Jérusalem, et qui a écrit aussi 2 livres que je vous conseille. Un qui s'appelle « Ils sont fous ces Hébreux », c'est une dizaine ou 13 récits très drôles, très drôles. Et puis un travail plus autobiographique qui s'appelle toujours « La moustache de Staline ». Le premier est aux poches du moment, ça date de 2010, et le deuxième au Seuil, et il date de 2015. Voilà, j'ai assez parlé. Je donne donc la parole à Charles. Il connaît la règle du jeu, il a déjà joué au jeu. Donc tu as 30 minutes à peu près. Tu m'arrêtes. Tu me fais... Non, je t'arrête pas, mais je te fais signe, quoi. Voilà. Et puis ensuite, c'est nos amis qui ont la parole pour t'approuver, te contester, protester, enfin ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Voilà. Alors, je continue encore un peu la télé. Je suis correspondant en principe de la télévision belge à Jérusalem. Et au moment de l'élection, on me donne 1 minute. Donc, je suis en plateau en direct. Et puis, je dis aux caméramens turcs, parce qu'ils ont pris une société turque installée à Jérusalem, c'est comme ça, les Belges prennent des Turcs à Jérusalem. Je lui dis, écoute, au bout de 45 secondes, tu me fais des signes. Et le gars, tout à coup, pendant 1 minute, commence à sauter en l'air. C'était assez déséquilibrant. Avant de rentrer dans la politique politicienne israélienne, je voudrais simplement
passer avec vous un petit peu sur la société israélienne d'aujourd'hui, parce que ce que j'ai lu de confrères et d'analyses un peu dans la presse française et même américaine, on parle de centre-gauche. La gauche en Israël, il n'y a plus grand-chose. Voilà. D'abord, il faut comprendre une chose, il y a un chiffre qui est fondamental si vous voulez comprendre Israël aujourd'hui. Lors de la dernière rentrée scolaire en Israël, la première classe du primaire, 41% d'enfants juifs laïcs sont entrés dans l'enseignement laïque d'État en Israël. Les autres gosses sont entrés en première classe du primaire dans le religieux d'État ou dans les écoles et les écoles talmudiques ultra-orthodoxes. Donc la société israélienne, effectivement, il faut arrêter de rêver du kibbutz, des gens qui seraient vraiment de gauche. Selon la sociologue Tamar Herman, des juifs laïcs libéraux représentent à peu près au sein de la population israélienne juive moins de 20%. Donc il faut se mettre ça en tête. Il y a un grand sondage intéressant qui est paru en 2015-2016 de l'Institut américain Pew. Comment se définissent les juifs israéliens? Est-ce qu'on est soit israélien d'abord ou juif ensuite? L'ensemble de la population juive se considère à 46% juif d'abord. L'ensemble de la population juive se considère à 35% israélien d'abord. Chez les laïcs, 59% sont israéliens d'abord. Ce n'est pas tout. Pour ou contre le régime de la théocratie en Israël, c'est-à-dire la loi juive, la halacha, 29% des juifs israéliens sont pour la mise en place de la halacha, la théocratie juive en Israël. Les orthodoxes sont 86% pour, les religieux nationalistes 69% pour, et alors ce que l'on appelle les traditionalistes, mais ça comprend également par exemple les réformés, 32% sont pour, 90% des juifs laïcs sont contre la mise en place d'une théocratie. Donc dans le débat qui se déroule régulièrement en Israël, est-ce qu'on va installer une législation différente? Israël n'a pas de constitution. Israël a des lois fondamentales qui jouent des rôles de lois constitutionnelles, et le Likoud et les religieux, dans les accords entre la droite, très à droite du Likoud, parce que la droite israélienne aujourd'hui, je crois qu'on peut la diviser entre la droite républicaine, au Likoud il y en a encore, un certain nombre ont fait sécession et sont passés chez Bleu-Blanc du côté de Gantz, c'est le vieux Likoud démocratique. Begin était démocrate. Begin disait en Israël il y a des juges. La droite de Likoud aujourd'hui, avec les nationalistes religieux et dans une certaine mesure les orthodoxes, la droite essaye de transformer la Cour suprême israélienne qui joue également le rôle de Cour constitutionnelle. Comme par exemple faire voter des lois par la Knesset qui autorisent les saisies de terres palestiniennes en Cisjordanie, quelles que soient les lois internationales, les conventions de Genève. Jusqu'à présent, la Cour suprême, selon les arguments, s'y opposait. Donc la vision d'un État juif et démocratique n'est pas du tout celle à laquelle on pouvait penser il y a seulement 10 ans. Plus récemment, on a eu au mois d'août non, je reviens encore à ce sondage de Pew. Pour l'ensemble des juifs israéliens, 79% sont en faveur d'un traitement préférentiel pour les juifs israéliens, c'est-à-dire pas pour les Arabes. C'est très important lorsque l'on sait qu'en juillet de l'année dernière, Netanyahou a fait voter la fameuse loi Israël, État-nation du peuple juif, qui discrimine les minorités non juives. D'abord, les Arabes israéliens et également les Druzes,
Les Druzes qui ont prêté serment à l'État d'Israël, qui font un service militaire complet. On a des généraux druzes, on a maintenant un pilote druze. C'est un pays qui se transforme profondément. Juste avant, au mois d'août dernier, 15 jours avant l'élection, l'Institut israélien pour la démocratie a fait quelques sondages. Plus de la moitié des Juifs israéliens ont répondu à la question que la liste arabe ne devrait pas être autorisée à présenter des candidats à l'élection. Seuls 25% pensaient qu'il faudrait interdire à la liste Otzma Yehudit, puissance juive, kahaniste, raciste, de se présenter aux élections. Pour moi qui habite Israël depuis plus d'un demi-siècle, j'étais correspondant parlementaire de la radio israélienne lorsque le rabbin Meir Kahana, le rabbin raciste, a été élu. Après, on lui a interdit de présenter sa candidature. Lorsqu'il montait à la tribune à la Knesset, tous les députés sortaient. Il s'adressait à une Knesset vide. C'était un moment extraordinaire. Aujourd'hui, seuls 25% des Israéliens considèrent qu'il faut interdire la liste raciste, la liste de Kahana. Donc voilà Israël aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On partait avec une élection tranquille du point de vue de Netanyahou, avec quelque part, en octobre, l'audience chez le conseil juridique du gouvernement, qui joue le rôle de super procureur général, parce qu'il y a un autre procureur également dans tout ce réseau, et bloc Likoud, qu'il contrôle totalement, contrôlait, parce que ça commence à bouger un tout petit peu, pas beaucoup. La liste droite nationaliste religieuse, avec quelques éléments, il a failli faire entrer dans ce bloc de droite religieuse nationaliste également les kahanistes. Finalement, ça n'a pas marché, ils avaient là un trop grand appétit. Les orthodoxes séfarades et les orthodoxes ashkénazes qui marchaient sans problème, pourvu qu'ils aient d'abord la commission des finances, c'est très important pour le pognon, mais les orthodoxes, avec l'appui des nationalistes religieux, ont commencé à dire « Ah ben oui, mais nous ne voulons pas seulement ça ». Il est scandaleux que dans certaines villes, on n'observe pas le Shabbat et que des magasins soient ouverts, des supermarchés, pas seulement des restaurants, des lieux culturels, notamment Ashdod, où il y a une forte population d'origine russe, enfin d'origine des pays de l'Est, Tel Aviv et autres. Donc on veut vraiment que cette fois l'État d'Israël observe le Shabbat, rien. D'autres lois, il y a le problème de la conscription des étudiants de yeshiva, des écoles talmudiques. Lorsque, entre 48 et 50, David Ben Gurion a accepté que les étudiants ultra-orthodoxes ne fassent pas l'armée, ils étaient quelques centaines au plus. Aujourd'hui, la jeunesse ultra-orthodoxe représente l'équivalent de 2 divisions à l'armée. Et bon, ça commence à poser un problème. Du côté de la droite, que j'appellerais la droite entre guillemets républicaine, il fallait quand même donner que les ultra-orthodoxes, les jeunes, fassent un effort, soit un service civil, soit au moins un service militaire. Il y a un petit régiment d'orthodoxes qui sert notamment en Cisjordanie et qui est absolument insupportable. C'est des gens qui sont très à droite, qui sont racistes souvent. Et voilà, Netanyahou ne devait en principe pas avoir de problème pour former sa nouvelle coalition après le scrutin d'avril dernier. Et puis tout à coup, Avigdor Lieberman a le vertige. Le chef du parti russe. Le parti Israël, notre maison, il devait faire l'appoint. Et il décide non. Apparemment, sous la pression également de son électorat en général ne mange pas cachère,
grâce à Dieu, il y a des épiceries où on peut acheter du jambon, du porc, tout ce qu'on veut en Israël, notamment dans des quartiers à forte population d'origine d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Lieberman, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas où il va, on ne sait pas quelle est son idée. Est-ce qu'il veut effectivement devenir un jour Premier ministre de l'État d'Israël? Il n'a pas l'électorat pour. Il a tout fait. Il a été ministre de la Défense, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été patron du Likoud, il était très proche de Netanyahou, et aujourd'hui, il est totalement à couteau tiré avec Netanyahou. Pour l'instant, Lieberman refuse toujours un accord de coalition qui comprendrait les ultra-orthodoxes avec leurs exigences d'imposition de lois religieuses supplémentaires. Il n'en est pas question. Alors les religieux, les orthodoxes commencent apparemment à fléchir un petit peu, on ne sait pas. Toute une partie de la droite israélienne commence à ruer sérieusement dans les brancards face à la politique de Netanyahou. D'abord, les affaires personnelles de Netanyahou, qui de plus en plus passent mal au sein de la droite traditionnelle, aussi bien dans sa présentation à la télé, la manière dont il parle, les scandales avec son épouse, les dossiers sur lesquels la police enquête depuis 4 ans, ce qui entre parenthèses est scandaleux parce que tout ça pouvait être réglé il y a largement 2 ans, et les plus gros scandales sont encore dans le placard. Lorsque je rencontre un ancien des services, que ce soit de la défense, de l'armée et toute l'équipe du parti bleu-blanc, de l'ancien chef d'état-major Gantz, avec à ses côtés Ya'alon, un ancien ministre de la Défense aussi, ancien chef d'état-major, Gabi Ashkenazi, ancien chef d'état-major aussi, plus dans ce parti bleu-blanc, vous avez la crème de ce qui fut aussi bien le Shin Bet, les services de renseignement intérieur, que la police ou le Mossad. Des gens qui commencent à voir le vertige sur la direction que prend le pays, d'abord au plan interne, l'érosion de la démocratie. Le parti bleu-blanc entend déjà, et l'a promis, de transformer la fameuse loi raciste, la discriminatoire, faisant d'Israël l'État-nation du peuple juif, surtout pour les Druzes. On ne sait pas s'ils arrivent au pouvoir, s'ils vont également y toucher pour les Arabes israéliens. Ce n'est pas sûr du tout. Il commence à y avoir vraiment une peur dans une partie de la population, de la droite. Je ne parle pas de la gauche, Meretz ou le Parti travailliste qui flotte tant bien que mal. Meretz, le parti de gauche sioniste qui est en faveur de la solution à 2 États et qui récolte également des voix du côté des Arabes israéliens. En dehors de ça, Gantz est un homme de droite. Dans le parti bleu-blanc, on ne peut pas dire que bleu-blanc est centre-gauche. Il n'y a pas de gauche dans bleu-blanc. Il n'y a pas. Il y a des éléments même très à droite. Il y a des transfuges du Likoud. Yoas Hendel, qui est dans les 10 premiers, qui a été chef de la communication de Netanyahou, il est totalement à droite. L'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, Ya'alon, est totalement à droite. Ils sont opposés à tout accord avec la liste arabe. Il peut y avoir des deals discrets
on s'abstient, et si vous faites ça, on vous emmerdera pas, on vous soutiendra peut-être. On parlera après, si vous voulez, de la liste arabe. Où ça va? Ce matin, j'ai vu que Netanyahou refusait de faire une coalition, il ne serait pas Premier ministre. Il refuse de renoncer à son bloc ultra-orthodoxe, séfarade, ashkénaze et extrême droite. Donc, a priori, on va vers de nouvelles élections, telles que les choses se présentent aujourd'hui. Maintenant, vous avez affaire à des politiciens israéliens où la trahison est une quantité non négligeable. Il faut se souvenir qu'en 1992, quand Yitzhak Rabin formait son gouvernement avec travailliste, à gauche, et on fait l'autonomie pour les Palestiniens, et on négocie, on va peut-être négocier aussi avec la Syrie, et on essaye de transformer le pays. Il avait besoin de débaucher un député, et bien il l'a trouvé dans la liste d'extrême droite de l'ancien chef d'état-major Raphaël Eitan, un médecin qui s'appelait Gonen Segev. Alors il l'a débauché de l'extrême droite, il l'a fait rentrer dans sa coalition. Gonen Segev a été brièvement ministre de la Santé. Lorsqu'il ne s'est pas présenté aux élections suivantes, il s'est occupé d'autres choses, notamment de trafic de cocaïne. Il s'est retrouvé en tôle pour 5 ans, on lui a retiré sa licence de médecin, il s'est installé en Afrique quelque part, où là-bas on ne lui a pas demandé ses diplômes. Et quand il est revenu il y a 2 ans en Israël au passage, il s'est fait coffrer et il était devenu espion pour le compte de l'Iran. Tout ça pour vous dire que même Rabin, quand il faut former une coalition, on tire les ficelles qu'il faut tirer. Est-ce que des gens de bleu-blanc se laisseraient attirer par les sirènes du Likoud? Aujourd'hui, non. Pour l'instant, tout tient du côté de Gantz. Attention, Gantz, c'est quand même une coalition de 3 éléments, où vous avez aussi bien de l'extrême droite, vous avez un peu de centre, vous avez une ancienne ministre de la Santé, ancienne maire de Netanya. On a l'impression que c'est une liste qui a été formée essentiellement pour virer Netanyahou. Excuse-moi, Charles. Tu n'imagines pas, dis-tu, pour l'instant, de débauchage. Oui, pardon. J'oublie que je n'ai pas de... Oui, tu nous dis, et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, que tu n'envisages pas pour l'instant de débauchage de gens des Blancs-Bleus pour venir au secours de Netanyahou. Mais est-ce qu'on peut imaginer l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que Gantz serait capable de débaucher une partie de gens du Likoud? Parce que ce qui m'a frappé dans la campagne électorale, c'est le nombre de piliers historiques du Likoud, bon, dont on sait que ce n'étaient pas des amis de Netanyahou, qui ont dit qu'ils ne votaient pas pour lui, qu'ils appelaient à ne pas voter pour lui. Je pense au fils Begin, je pense à Dan Meridor, je pense à d'autres. Le fils de Menachem Begin, déjà, d'abord, c'est un vieux démocrate de droite, comme Rivlin, et tous ces anciens Likoud historiques sur la ligne de Menachem Begin, à savoir nous sommes dans une vraie démocratie avec on ne touche pas aux juges, on ne vire pas les juges, on ne touche pas à la Cour suprême. Tous ces gens-là ont été virés du comité central du Likoud depuis belle lurette. Dan Meridor, qui était dans les gouvernements, il a été dans un gouvernement Netanyahou, il a été au secrétariat de Menachem Begin à l'époque, il était dans un gouvernement d'Ariel Sharon, responsable des services de sécurité, il dit pique-pendre. Mais il n'y a pas que lui, il y a toute une ribambelle de conseillers et de patrons de services de renseignement qui sont à l'opposition becs et ongles. Par exemple, il y a l'histoire de Uzi Arad. Uzi Arad, ça vaut la peine de vous le raconter. Uzi Arad a été le principal analyste du Mossad, homme de droite. Il était dans le premier gouvernement Netanyahou en 1996, son conseiller principal. 2009, Netanyahou revient au pouvoir. Uzi Arad, qui en plus est un grand prof de Sciences Po,
devient le patron du Conseil national de sécurité aux côtés de Netanyahou. Et puis alors on commence à parler d'une opération israélienne en Iran. Hein, ça, on a les détails maintenant. Une centaine d'avions israéliens bombardent, un mois de guerre. Et Uzi Arad prépare les scénarios. Scénario 1, tout se passe bien, Israël a très peu de pertes, et puis voilà. Scénario 2, ça va un peu moins bien, on a plus de pertes, et puis les Américains commencent à se faire attaquer par l'Iran. Scénario 3, tout va mal, on a beaucoup de pertes, Israël ne réussit pas vraiment. Le prix du pétrole grimpe à, je sais pas, $200 le baril, crise économique mondiale, des ambassades d'Israël sont attaquées, c'est à cause des Juifs. Et Netanyahou ne voulait pas que ces scénarios catastrophes circulent au sein du système sécuritaire. Uzi Arad, quand même, avec l'habilitation sécurité, défense, tout ce qu'on veut, il revient de mission à l'étranger, il est arrêté à l'aéroport de Tel Aviv par le Shin Bet. Vous avez fait des fuites dans la presse. C'était une combine de Netanyahou qui se débarrassait ainsi de son vieux conseiller. Alors, quand vous voyez Uzi Arad à la télé apparaître, il faut tout de suite enregistrer. C'est un monsieur qui dit pique-pendre de Netanyahou, et il y en a pas mal comme ça dans le système. Les chefs d'état-major, les généraux qui sont aux côtés qui sont avec Gantz. Gantz a été le chef d'état-major de Netanyahou lors de la dernière guerre à Gaza, ce dont il s'est d'ailleurs vanté pas mal. Mais Gabi Ashkenazi, un des chefs d'état-major, il a refusé l'opération en Iran lorsque Netanyahou a dit on y va. Ya'alon a été viré par Netanyahou alors qu'il était ministre de la Défense en marge de l'histoire du jeune israélien qui serait également français qui avait abattu un assaillant palestinien à Hébron et que l'armée a décidé de faire un exemple. On ne tue pas les terroristes blessés entre guillemets. Et tout ça, ce sont des gens qui ont beaucoup de choses dans l'estomac contre Netanyahou. Il y a des affaires personnelles. Et puis tous nous disent que le vrai scandale, le plus grand scandale de l'histoire d'Israël, disent les uns et les autres, ce n'est pas ce dont on parle dans les audiences avec Netanyahou maintenant. C'est l'histoire des sous-marins et des corvettes qu'Israël doit acheter chez les Allemands. Et des rétrocommissions. Rétrocommission, il y a le cousin de Netanyahou, qui est aussi son avocat personnel, qui a apparemment reçu des commissions qu'il n'aurait pas dû recevoir, mais Netanyahou lui-même n'est pas inquiété, alors que, encore une fois, tous les gens à qui on parle, qui étaient proches du système sécuritaire israélien, vous disent c'est épouvantable. Mais tous ces critiques de Netanyahou, est-ce qu'ils seraient prêts, à ton avis, à servir de force d'appoint à un gouvernement Gantz? Parce que ils sont là. Uzi Arad soutiendra Gantz. Tous soutiendra. Maintenant, il y a la base Likoud Netanyahou qui ne bougera pas, qui ne bouge pas. Daniel, qui j'espère va arriver, a fait un très beau papier dans le Point sur notre voisin qui est un pâtissier, ami personnel de la famille Netanyahou. On a les photos de Netanyahou, etc. Et quand on lui pose la question, et si Netanyahou n'est plus là, je ne sais pas pour qui je voterai. Je ne serai pas plus extrémiste, mais je ne sais pas pour qui je voterai si Netanyahou n'est pas là. C'est un vote vraiment tribal. Il faut voir, on va se promener dans la périphérie israélienne, pas Tel Aviv, mais la Galilée, les grandes villes du Negev. Pour qui vous allez voter? Netanyahou, mais pourtant, non, ça fait rien, c'est comme ça. On peut le comparer un peu à la base de Trump. Tu as évoqué la liste arabe, peut-être ça vaut d'en dire un mot, parce qu'ils ont fait un score assez inattendu. On pensait qu'ils allaient, comme en avril... Ils avaient 13 avant. Oui, mais en avril, ils ont plongé. Ils ont plongé pour deux raisons. D'abord, la liste arabe est composée d'une alliance de 3 listes. On a les communistes, qui ont été toujours dans les élections israéliennes, avec, bien entendu, des Arabes israéliens, mais il y a toujours un juif parmi eux.
Cette fois, il y a Aviv Kassis qui est violemment opposé à l'occupation et le fait savoir. Il y a la liste de Ahmed Tibi qui, elle, est une liste sectorielle arabe. Et puis on a Balad qui est un mélange également d'islamistes et de nationalistes avec une députée dont on va beaucoup entendre parler maintenant dans la nouvelle Knesset, qui est totalement pro-Hezbollah, ce qui ne plaira pas, ce qui est pas mal de monde. Et quand elle paraît à la télé, les intervieweurs israéliens l'écoutent et puis ont l'air plutôt surpris. Le problème du vote arabe en avril dernier, c'était un problème de participation électorale. Le public arabe israélien est effectivement d'abord sous pression, il l'a toujours été. Et là, pour le scrutin qui doit d'avoir lieu, je crois qu'ils se sont un peu réveillés, essentiellement pour une vision tout à fait sectorielle. Nous. Les Arabes israéliens, la population a du mal, par exemple, à élargir les localités. Il y a très peu d'autorisation de construire. Et lorsque, d'abord, la population arabe, surtout la classe moyenne supérieure, s'est extrêmement développée, on trouve des Arabes israéliens à des postes clés dans le système de santé, patrons de départements dans les grands hôpitaux israéliens. Vous pouvez être hospitalisé à Haïfa ou à Beersheva, et puis vous trouvez tout à coup des grands profs qui sont arabes israéliens, ou des médecins, vous avez des directeurs de banque, vous avez des grands profs arabes israéliens dans les universités israéliennes, que ce soit dans la technologie ou dans les humanités. Donc cette classe de la société arabe israélienne veut vivre un peu mieux. Les localités arabes israéliennes n'arrivent pas à s'élargir tout simplement parce que les gouvernements israéliens les empêchent d'acquérir des terrains et de se développer. Donc c'est un vrai problème. Et par exemple, la ville de Hafoula en Galilée lance un appel d'offres pour des terrains pour construire des petites villas. L'appel d'offres est publié, on a les résultats. Tous les terrains, ceux qui avaient proposé les meilleurs prix, c'était des Arabes israéliens, des profs, des hommes d'affaires, des médecins à Hafoula. Manifestation de la population juive de Hafoula, on ne veut pas d'Arabes. Le maire a annulé l'appel d'offres, on va voir comment ça va se passer, mais c'est bien entendu un scandale insupportable. C'est l'ambiance. Maintenant, la liste arabe israélienne s'est un peu réveillée en mettant en avant non pas la paix avec les Palestiniens, mais en avant les conditions de vie. D'autant plus qu'il y a la loi État-nation, qui donne la préférence aux Juifs partout, y compris dans le développement des localités. L'implantation juive est considérée comme préférentielle selon cette loi fondamentale. Article 7. Oui, c'est absolument scandaleux. Je trouve d'ailleurs, vu de Jérusalem, la presse française n'en a quasiment pas parlé. Je ne vous parle pas des médias télé, radio, rien. Je trouve scandaleux aussi la manière dont les autorités françaises considèrent, lorsqu'il faut faire par exemple une commémoration de la rafle du Veldiv, eh bien on invite le représentant du peuple juif, on invite M. Netanyahou. M. Netanyahou n'est absolument pas le représentant du peuple juif, il est au mieux le Premier ministre de l'État d'Israël. Et Hollande déjà faisait ça, c'est assez curieux. C'est anti-républicain et bien entendu le CRIF marche dans la combine. Voilà, ça c'est mon prochain livre. Mais pour finir sur la liste arabe, peut-être il y aura des questions. Les chiffres sont quand même frappants. C'est-à-dire la participation est remontée de 50 à 60 et sur les 60, la liste a fait plus de 80%.
C'est-à-dire qu'une partie du vote, entre guillemets, pour des partis sionistes, qui est une tradition parmi les Palestiniens d'Israël, a reculé, même si le Meretz doit sans doute sa survie. Pas tellement, parce que je connais personnellement des amis qui ont, voyant les attaques racistes du Likoud et de Netanyahou envers les Arabes israéliens, ont voté pour la liste arabe, y compris, j'avais un ami dont on peut parler, Lucien Lazare, 93 ans, ancien de la résistance juive en France, le beau-père d'Avraham Bourg, ancien président de la Knesset. Il me dit, j'ai voté pour la liste arabe quand j'ai vu comment, et à mon avis, les Juifs israéliens, pour réagir, les gens de gauche, pour réagir aux attaques racistes contre la population arabe, ont accordé au moins un mandat à la liste arabe. Il faut dire que Netanyahou a fait fort, quand même, parce qu'annoncer que les Arabes veulent tous nous tuer, hommes, femmes et enfants, la veille de l'élection, c'était un peu beaucoup. Mais ça, c'est Netanyahou. Moi, ça ne m'a absolument pas surpris. Netanyahou, dès 1993, a publié son idéologie. Netanyahou est le fils d'un historien dont on dit de la droite. Il n'est pas de la droite, il est de l'extrême droite, le papa Netanyahou. Il est mort il y a quelques années, à l'âge de 104 ans. Il a ça promet pour son fils. Oui, c'est Netanyahou, il peut encore durer. Sa vision était, dans chaque génération, le peuple juif est en danger. Il remonte ça à l'Antiquité et aux Égyptiens, même après la sortie d'Égypte. Il y a eu des pogroms, Alexandrie, Philon d'Alexandrie, il y a eu déjà. Et ça, c'est dans la tête de Netanyahou. Et si vous lisez les bouquins de Netanyahou, d'abord, il y a une véritable réécriture de l'histoire. Ce ne sont pas les Romains qui ont détruit l'État juif en l'an 70, et puis après, non, c'est les Arabes plus tard, après la conquête musulmane de la région. Il y avait encore des Juifs en Palestine, et bien les Arabes ont viré les Juifs. Donc l'idée que c'est le mufti de Jérusalem qui a suggéré la Shoah, c'est dans le bouquin de Netanyahou en 93. Alors quand tout à coup Netanyahou le ressort, tout le monde est surpris, il est fou. Non, pas du tout. Il fallait voir. Netanyahou, c'est un bloc d'idéologie suffisamment malin, je ne dis pas intelligent, suffisamment malin pour comprendre à quel moment il doit se montrer pragmatique, jouer. Et surtout, Netanyahou n'a pas eu de chance. Quand il est arrivé au pouvoir en 1996, il avait un certain Clinton sur le dos. Plus une population qui voulait quand même un peu de la paix, etc. Et puis voilà. Ensuite, il s'est tapé les 2 mandats de Obama, qui étaient pour lui un véritable cauchemar. Il a gagné quand même. Je veux dire, Netanyahou. Il a tenu. Mais d'abord, Obama a été un des présidents américains qui a le plus contribué à la défense d'Israël. Livraison de matériel militaire, livraison de technologie, budget pour développer les missiles antimissiles israéliens, etc., etc. Il y a un radar américain dans le Negev. C'est énorme, tenu par des militaires américains. Et puis alors, pour Netanyahou, donc ça a été dur, ça a été résisté. Contre Netanyahou, Obama a fait l'accord sur le nucléaire iranien, et puis Dieu a décidé, je donne à Netanyahou Trump. Trump arrive, et voilà, tout se passe. D'abord, on reconnaît Jérusalem, capitale d'Israël, aux grandes dames des Européens et des autres. Les Russes s'en fichent, les Chinois s'en fichent. Israël a de bonnes relations avec eux. Ensuite, l'ambassade américaine à Jérusalem. Et alors surtout, Trump a nommé des gens formidables pour s'occuper. Monsieur David Friedman, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui fait partie du comité de développement de la colonie de Bethel à Jérusalem, à côté de Jérusalem. Et il est totalement anti-palestinien. Il le dit d'ailleurs. Ensuite, vous avez Greenblatt, il a démissionné, qui était l'émissaire
de Trump pour la paix au Proche-Orient, Greenblatt a fait ses classes en tenant un M16 dans une colonie à Jérusalem, à côté de Jérusalem. Et puis Jared Kushner, qui lui aussi finance des colonies. Donc, quelqu'un attend un accord de ces gens-là? Rien du tout. Avant de passer la parole à nos amis, je pronostique, tu ne vas pas t'y risquer. C'est-à-dire, est-ce que Netanyahou a des chances d'avoir un accord? Parce que l'accord avec Lieberman, c'est quand même compliqué, parce qu'il y a 16 ou 17 députés orthodoxes, ultra-orthodoxes. Et il y en a 8 de chez Lieberman, donc on ne peut pas remplacer les uns par les autres. Il faut les additionner. Hein. C'est le début, comme disait Churchill, c'est le début du début de la fin de Netanyahou. Il y aura. Ça, on s'approche de la fin. Quelle sera la décision à la suite des audiences de Mendelblit? C'est pas un juge. Oui, ça va être présenter l'acte d'accusation au tribunal formellement. Est-ce qu'à ce moment-là, Netanyahou se mettra en congé? Est-ce qu'il démissionnera, comme l'avait fait Olmert, quand Olmert s'est fait piquer avec des affaires de corruption? Il n'est pas obligé. Netanyahou peut rester au pouvoir jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Alors faites le calcul, on va à de nouvelles élections en janvier-février. D'ici là, audience, pas audience, tribunal, pas tribunal, Netanyahou est à la tête d'un gouvernement de transition. Il ne peut pas faire un certain nombre de choses, il y a des nominations qu'il ne peut pas faire, il y a des budgets qu'il ne peut pas changer. Entre parenthèses, la crise économique est au bout du couloir, elle est là. Le déficit budgétaire se creuse et devient catastrophique. Donc il va falloir rapidement qu'il y ait un gouvernement, autrement ça va aller vraiment de plus en plus mal. Il y a ça. Maintenant, d'ici là, Netanyahou peut déclarer la guerre, peut faire autre chose. Maintenant, il y a quand même un état-major qui est assez pragmatique. Paradoxalement, aujourd'hui, les gens dans la direction israélienne, les gens les moins extrémistes et les gens les plus pragmatiques, c'est l'état-major et les patrons des services. Ils l'ont toujours été. Dans le passé, ils ont empêché la guerre en Iran. Lorsque Lieberman était ministre de la Défense et puis qu'il y avait une attaque, un attentat, la voiture bélier ou autre, il annonçait on va fermer les territoires, on va boucler les villages pendant des mois, rien du tout. Les généraux disaient non, peut-être une semaine pour calmer et puis après on ouvre. Il faut que la population vive. Ils ne font pas ça par amour des Palestiniens, mais tout simplement par intelligence et compréhension d'une situation sur le terrain. Et ils sont totalement... Par exemple, la destruction des maisons des responsables d'attentats, des auteurs d'attentats, l'armée est contre. L'armée israélienne est contre. Mais sous la décision du gouvernement et du ministre de la Défense, qui est Netanyahou toujours, ça se fait quand même. Donc ta réponse, disons en hébreu, c'est Inch'Allah. C'est ça. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Daniel, là-bas, elle est dehors. Et c'est à vous, qui le veut, prend la parole dans le micro, parce que sinon, on n'entendra pas votre question sur la vidéo. Devant, il y a Maurice Butin. Oui. On salue juste l'arrivée de Daniel, qu'on a présenté déjà, voilà, avec un peu d'avance. Ne garde pas le manteau, tu vas crever de chaud. Maurice, c'est à toi. Oui, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, je vais en parler un peu, de cet accord avec Edward Lieberman, qui lui a fait chuter et entraîner de nouvelles élections? Est-ce que s'il obtenait que les jeunes juifs qui ne vont pas au service militaire, s'il obtenait ce point, si Netanyahou arrivait sur ce point à faire caler donc les extrémistes religieux, est-ce qu'il n'y a pas une entente possible? Un retour, car c'est ça qui a fait caler.
Tout est possible dans la politique israélienne. Les orthodoxes peuvent commencer à se dire, attention, quelle est la probabilité pour que Netanyahou parte? Là, aujourd'hui, ils soutiennent Netanyahou à 99%. Mais comment, attention, eux, ce qu'ils veulent, avant toute chose, c'est la commission des finances. Pour le reste, l'armée, il y a peut-être moyen de discuter. Tout est... D'abord, attention, la politique israélienne, tout est possible. Je l'ai dit, les trahisons, maintenir le statu quo, laisser encore des villes où aujourd'hui des magasins sont ouverts, ok, on fermera les yeux. Maintenant, il y a d'autres problèmes fondamentaux où ils ont été bien obligés de céder, c'est les travaux sur les infrastructures. On est en train d'installer des lignes de chemin de fer. Pour la première fois dans l'histoire du peuple juif, il va y avoir des trains rapides Tel Aviv-Jérusalem. Il y a des travaux qui doivent être faits le Shabbat quand les trains ne roulent pas, quand il n'y a pas de passagers. Mais le Shabbat, c'est contraire à la vision des orthodoxes. Donc aujourd'hui, ils laissent faire un peu. Mais tout ça est encore à discuter. D'autres questions derrière? Attendez d'avoir le micro, sinon après, dans la vidéo, on ne vous entend pas. Oui, je voulais juste savoir, bonjour, pardon. Oui, est-ce qu'il est question de BDS encore en Israël? Est-ce que ça a un retentissement ou c'est passé un peu, je ne sais pas, un second plan? Voilà. Oui, d'abord, il y a un budget qui a été accordé à un ministère de la lutte contre ce grand danger que représente pour l'État d'Israël BDS. Après, je vous donnerai mon point de vue que tout le monde n'aimera peut-être pas. On n'en parle pas. On en parle dans la propagande gouvernementale. Attention, à l'étranger, il y a ce grand ennemi BDS. Du point de vue économique, d'abord, cela représente pratiquement rien pour l'économie israélienne. Deuxièmement, c'est utilisé totalement par la droite israélienne pour maintenir, encore une fois, la population juive israélienne sous la tension. Il y a des ennemis partout, il y a l'Iran, il y a les Arabes, et puis il y a BDS. Il y a BDS, oui. Bon, écoutez, j'ai des amis à BDS, je leur donne mon point de vue régulièrement, mais les Israéliens, vous savez, aussi longtemps qu'un Israélien prend son passeport, arrive à l'entrée Schengen, pendant 3 mois se balade où il veut, quand il veut, va en Roumanie où vous avez déjà un peu partout des inscriptions en hébreu, des enseignes en hébreu, va en Albanie, va en Géorgie, dans le nord de l'Inde. Notre fils était dans le nord de l'Inde. Il est parti parce qu'il en avait marre des panneaux en hébreu partout. Les Israéliens se baladent dans le monde entier, sont reçus partout. Mais lorsque Talal Abourahmeh, qui était mon ami et caméraman à Gaza, devait venir à Paris pour recevoir un traitement médical à l'hôpital Foch, eh bien, ça prenait 2 mois pour lui obtenir une autorisation et un visa. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez les vols low cost. Vous savez que sur les 9 millions d'Israéliens, enfants, arabes et tout, sont sortis maintenant, en ce moment-ci, d'Israël, en vol low cost. 2 millions. Ça coûte moins cher d'aller se promener en Géorgie, en Roumanie ou ailleurs, que d'aller passer des vacances à Eilat. C'est la vie en Israël. Alors attention, il y a BDS. Écoutez, voilà. C'est sans doute pas le moment d'avoir une longue discussion sur BDS. On pourrait l'avoir. Quand tu veux. Non, mais c'est-à-dire, pour dire juste un mot, on confond 2 choses. J'entends ce que tu dis. Pour la première, qui est le boycott militant contre les dates de la vallée du Jourdain ou des choses comme ça qui se développent en France. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que économiquement, ça pèse pas lourd. D'accord.
Mais quand des fonds de pension, comme le fonds de pension norvégien, fonds de pension pour l'avenir, qui est le premier fonds de pension européen, décide de plus investir en Israël et dans les territoires, ça pèse. Donc il y a un BDS militant qui est plus démonstratif, mais il y a un BDS économique institutionnel, disons, notamment en Europe, qui lui a quand même un effet économique non négligeable, quoi. Ouais, Je n'ai pas vu de chiffres, et quand tu poses la question à des économistes israéliens, ils te disent c'est quasiment rien, c'est très peu. Et de même, vous savez, l'Europe, les Israéliens aujourd'hui sont avant tout tournés vers la Chine. Vous connaissez l'histoire, c'est le ministre chinois qui demande au ministre israélien « Combien vous êtes d'Israéliens ?» Et le gars répond « On est aujourd'hui 8 millions. » Je ne vous ai pas demandé combien il y a d'Israéliens à Pékin. D'autres questions? Oui, là-bas, attendez le micro. Il arrive. Bonjour, alors merci pour cette conférence très intéressante. Alors moi je voudrais faire un petit parallèle avec la France, enfin un lien avec la France. En fait j'aimerais savoir, c'est une question très simple, pour nous en tant que Français, qu'est-ce que ça va changer, que ça soit Gantz ou Netanyahou? Qu'est-ce que ça peut changer pour nous, dans le sens où on voit que de toute façon, surtout depuis Sarkozy, nos élites, surtout politiques, sont totalement dans la main, si je puis dire, des réseaux pro-israéliens français. Ils acceptent leurs injonctions. Donc qu'est-ce que ça va changer? Que ce soit Gantz ou Netanyahou, au final, qu'est-ce que ça change? Étant donné le CRIF dont vous avez parlé. En France, comme tu sais, on aime beaucoup blanc bonnet, bonnet blanc, blanche kippa, kippa blanche. C'est pas sûr que ça permette une analyse approfondie, mais... Le président français, depuis Chirac, qui a été le plus dur envers Netanyahou, c'était Sarkozy. Le discours de Sarkozy à la Knesset et ensuite le discours de Sarkozy à Bethléem. À Bethléem, les copains palestiniens sortaient et me demandaient « Il est formidable, vous en avez beaucoup comme lui ». Et Sarkozy disait ouvertement « Netanyahou est un menteur, Netanyahou ment ». Hollande a joué le jeu, il y a l'influence à mon avis, complètement fausse du CRIF et l'impression qu'il y a un vote juif en France. Enfin, ça c'est une autre histoire. D'abord, je pense, et puis d'ailleurs il y a eu des attitudes pro-israéliennes, pro-droite israélienne de la part notamment du Quai d'Orsay en certaines occasions. La politique française aujourd'hui n'est plus du tout regardant un peu avec attention ce qui se passe en Israël. Si on peut condamner les atteintes aux droits de l'homme dans certains pays du monde, pas en Égypte, il faut quand même vendre. Ni en Arabie Saoudite. Ni en Arabie Saoudite. Il y a quand même quelques pays où la France dit c'est pas bien ça. Il pourrait aussi le dire lorsque, par exemple, il y a des lois en Israël contre les ONG de gauche. Je ne crois pas que ça changera grand-chose. De toute manière, la France et Israël ont d'excellentes relations commerciales, touristiques, scientifiques, militaires. Quand même, pour prolonger un peu la question de notre ami, parce que de Paris, on ne va pas nous influer sur le vote. De toute façon, les Israéliens votent comme ils le veulent. Mais ça a été très intéressant ce qui s'est passé entre la liste arabe et Gantz. C'est-à-dire la liste arabe, en majorité, pas en totalité, le Balad n'a pas suivi, a annoncé qu'elle donnait des recommandations pour que Gantz soit nommé par le président Reuven Rivlin. Et quand on a lu ce que Eman Odeh a expliqué pour justifier son attitude, il a dit clairement la priorité, c'est d'en finir avec Netanyahou, parce que Netanyahou est un danger majeur. Et voilà, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas ça le fond du débat? C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui menace de faire la guerre à tout bout de champ, qui fait des lois quasiment d'apartheid comme loi constitutionnelle, qui va faire des mamours avec Orban, Kaczynski et d'autres, bon, à un moment donné, on se dit peut-être la priorité, c'est d'en finir avec lui, même si Gantz n'a pas grande différence, comme tu le disais tout à l'heure. D'abord, oui, effectivement, maintenant la liste arabe, en formant l'alliance pour cette élection, la dernière,
Parce que au mois d'avril, il n'y avait que les deux partis, il n'y avait pas Balad. La liste islamiste et nationaliste n'était pas dans le lot. Là, ils étaient d'accord au départ pour... il n'y a plus de droit de veto d'une des trois listes, il y a la majorité. Et la majorité décide, on propose Gantz, avec des idées derrière la tête. On aura peut-être un retour de quelque chose, il se montrera plutôt sympa. Hein. Peu de négociation. Hein. Voilà. Et puis, dans l'après-midi, le Balad décide, ah ben non, finalement, et il casse cet accord fondamental qui était plus de veto. Ils apportent le veto. Nous trois, on est contre. On veut même pas Gantz. Voilà où on en est. Où est-ce qu'ils vont Cela dit, encore une fois, la population arabe israélienne est une population en développement, ouverte sur le monde et le monde arabe. Ils ont moins de problèmes quand ils prennent l'avion à l'aéroport de Tel Aviv. Ça a arrangé. Il y a un moment donné où vous avez droit à des contrôles poussés du Shin Bet, où c'était plus que le faciès. C'était vous êtes arabe, alors vous passez dans la pièce à côté. Mais par exemple, quand il y a un grand chanteur libanais qui arrive à Amman, vous avez des milliers d'Arabes israéliens qui prennent leur voiture et vont en Jordanie. Ils voyagent dans le monde. Ce n'est plus les Palestiniens d'Israël d'il y a 20-25 ans. Cette fois, c'est d'abord eux, leur vie quotidienne, et puis ensuite, on parlera de Abbas et de la Palestine. D'autres questions? Oui, monsieur. Merci. Alors, pour continuer sur les différences ou les similitudes entre Gantz et Netanyahou, je voudrais vous demander, est-ce que sur le fond, et en particulier sur le fond de la question palestinienne, même si je sais que c'est une question qui a disparu du débat politique en période électorale, est-ce qu'il y a des différences sur cette question-là entre Gantz et Netanyahou, alors que on a vu qu'effectivement, dans son clip de campagne pour les premières élections, Gantz se vantait du nombre de terroriste entre guillemets qu'il avait tué, il me semble qu'il a dit qu'il considérait que la vallée du Jourdain resterait évidemment sous souveraineté israélienne, etc. Donc de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a une différence de fond au-delà du style abracadabrantesque? Charles, Daniel? Je crois, oui. Je crois. C'est-à-dire, il faut regarder les déclarations sur la vallée du Jourdain. Il n'a pas dit si je suis Premier ministre, j'annexe. Si je suis Premier ministre, je demanderai l'annexion. Donc, ils ont quand même une vision d'un accord avec les Palestiniens. Même s'il y a des éléments, comme je l'ai dit, l'équipe de Ya'alon, Telem, Hauser et compagnie, qui sont très à droite et qui sont contre un État palestinien. Maintenant, ce sont des gens beaucoup plus pragmatique que l'idéologie Likoud absolue de Netanyahou et l'idéologie complètement annexionniste de ce qu'il y a de l'autre côté. On a quand même affaire à des gens qui ont dirigé une armée, qui ont évité quelques catastrophes. Mais c'est quand même la droite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si Gantz forme un gouvernement ou même une coalition Likoud, Lieberman, bleu-blanc, Gantz, on n'aura pas... Mahmoud Abbas ne sera pas accueilli tout de suite à la Knesset. Il n'y aura pas. De toute manière, entre nous, avec 450 000 Israéliens habitant 60% de la Cisjordanie, où les Palestiniens ne peuvent rien construire, et à peu près 200 000 Palestiniens sur les 60%, lorsque vous demandez à la droite, au pouvoir, qu'est-ce que vous proposez, ils vous proposent une autonomie un peu élargie, c'est comme ça qu'ils l'appellent, sur 40% de la Cisjordanie, pas plus. Est-ce que la différence majeure, elle n'est pas sur les questions de la guerre et de la paix? Parce que tu faisais allusion tout à l'heure à l'affaire de l'Iran. On sait aujourd'hui que Netanyahou a essayé de faire la guerre à l'Iran. Enfin, faire la guerre, bombarder.
et que c'est l'armée qui l'a stoppé en disant faites un cabinet de sécurité, réunissez le gouvernement. On n'accepte pas d'obéir à des ordres qui sont des ordres du Premier ministre non fondés. Cet homme est dangereux quand même. Je veux dire, au-delà de... Il y a quelque chose d'inquiétant, surtout que plus il vieillit et plus il est hystérique, parce que la campagne était vraiment hystérique. Alors là, je te répondrai encore une fois un peu talmudiste, oui et non. C'est quoi le Talmud? Je suis en train de lire un gros bouquin sur Netanyahou et l'affaire iranienne. Les Américains, Obama, Panetta, qui était d'abord le patron de la CIA et ensuite le secrétaire à la défense américain, n'ont jamais su avec certitude si Netanyahou et Ehud Barak et ensuite Netanyahou bluffaient ou pas. Tout était fait comme s'ils ne bluffaient pas. Mais alors surtout qu'une des opérations en Iran qui était sur le point d'avoir lieu et qui n'a pas eu lieu devait se passer un peu avant les élections du deuxième mandat d'Obama. Et alors une guerre au Proche-Orient avant les élections américaines, Panetta faisait des allers-retours. Tous les renseignements qu'ils avaient, c'est il est sérieux, il est sérieux. Obama pensait qu'il bluffait. Panetta pensait qu'il ne bluffait pas. Obama pensait que Netanyahou bluffait. Netanyahou, la guerre à Gaza, la dernière en 2014, Netanyahou ne la voulait pas. Il est tombé dedans. Il a fait 9 propositions de cessez-le-feu que le Hamas a systématiquement refusé parce que les images des victimes à Gaza faisaient baisser partout le soutien à Israël. Et Netanyahou, pour moi, tel que je le conçois, est suffisamment pragmatique pour comprendre que quand on commence une guerre, on ne sait jamais comment elle se termine. Est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas? Et de toute manière, il est prêt à envoyer des millions de dollars à Gaza pour que le Hamas ne balance pas de roquettes. Et il est prêt à faire... Surtout les dollars du Qatar, ça lui coûte pas cher. Ah, mais je sais pas tu sais pas qu'est-ce qui est donné Le Qatar ne donne pas les choses gratuitement non plus. On ne connaît pas les accords, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Netanyahou fait des accords avec le Hamas pour qu'on lui foute la paix. Alors que l'équipe de Gantz dit, nous, on rentre dans Gaza, on fout en l'air le Hamas. Ça veut dire une grande opération israélienne à Gaza, c'est peut-être des milliers de morts palestiniens, au moins des centaines de morts israéliens, des roquettes du Hamas sur l'aéroport Ben Gurion, et puis on a déjà eu ça, et les Américains, 48 heures, ont cessé ont cessé de desservir l'aéroport de Tel Aviv. Donc, faire un accord, Netanyahou en est capable. Donc toi, tu vois un peu Netanyahou en Gandhi, quoi. Non. Non. Non, pas non. Vraiment, hein. C'est pas franchement sa vision. Suffisamment malin pour savoir ce qui risque de lui porter atteinte. D'accord. Si je lance une grande opération à Gaza, je vais avoir, tu auras les familles des victimes, les gens qui vont aller manifester. Toutes les semaines, il y a les familles des 2 militaires israéliens dont les corps sont détenus par le Hamas à Gaza, qui manifestent à côté de la présidence du Conseil et qui sont interviewés sur les télés israéliennes. Alors, une opération à Gaza, tu imagines comme ça des dizaines de familles avec des milliers d'Israéliens qui vont manifester. Israël n'est plus le pays où on va à la guerre et on laisse les petits soldats mourir. Et tu sais, quand moi je suis arrivé, il y avait des combats en Israël, il y avait encore des combats sur le canal de Suez, avec des morts tous les jours. Et dans le journal, tout à fait en bas, tu avais un tout petit encart où il était écrit « Monsieur un tel ont été tués au cours des combats sur les obsèques ont lieu à tel endroit ». Aujourd'hui, tu as des titres sur chaque mort, tu as des sujets télé, radio, des pages dans la presse. Israël n'est plus aujourd'hui le pays qui serre les dents et qui est prêt
à perdre des dizaines ou des centaines de soldats. D'autres Je questions? voulais juste faire Oui, une petite oui, Daniel, correction. je t'en prie, bien Mais sûr. juste, c'est un petit. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou soit hystérique. Ah oui, pardon. Oui, c'est bon là. Voilà. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahou soit hystérique parce qu'il a vieilli, mais je pense parce qu'il est en mode survie. C'est surtout ça. Absolument. Pas, voilà. C'était juste une petite, Très juste. correction. Ici, oui, monsieur n'a pas encore parlé, donc on lui donne la priorité. Est-ce qu'on connaît la position de Gdansk sur l'Iran? Est-ce qu'il a affiché quelque chose de clair sur le sujet? Il soutient Netanyahou. Voilà. Sur le Il sujet. ne faut pas que l'Iran ait l'arme atomique. Attention, il ne peut pas totalement se démarquer de la politique et de la diplomatie du gouvernement israélien. Trump est un président formidable, pour Gantz aussi. C'est le meilleur président américain que l'État d'Israël a jamais eu. Non, et puis on peut remercier Dieu à chaque fois. Gantz pense aussi que l'Iran est un danger, mais chef d'état-major, il n'a pas signé le blanc-seing, on va bombarder l'Iran. On peut aller faire une opération en Iran si on a l'accord des Américains d'abord, si il y a également une couverture américaine antimissile, etc., etc. On n'a pas l'impression que Donald Trump, que je compare de plus en plus à Aldo Maccione. Oui. On montre, mais on ne fait pas. Hein. On n'a pas l'impression que Trump soit très pressé d'aller bombarder l'Iran. Hein. Je crois que... Dans les temps qui viennent de... Tu connais peut-être cette diplomatie américaine mieux que moi, mais effectivement, la dernière fois où les avions étaient sur le point d'aller riposter et bombarder quelque chose en Iran, Trump tout de suite les a arrêtés. C'est un peu comme Netanyahou. Si on a des morts, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. C'est mauvais pour les élections. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Oui, je voulais demander parce que les camarades qui soutiennent BDS en Israël, comme Wachowski, n'est-ce pas, tout ce petit groupe, ils étaient sous menace de... Bon, enfin, très menacés. J'aimerais savoir où est-ce que ça en est sur le plan intérieur par rapport à cette mouvance. Le gouvernement israélien a fait voter des lois punissant toute personne prenant le boycott des colonies, des produits des colonies d'Israël, interdit l'entrée du territoire à toute personne qui, même de ce point de vue-là, est BDS ou critique de trop. Même un juif américain libéral très connu comme Peter Beinart a eu droit à 3 heures d'interrogatoire du Shin Bet à l'aéroport. Ça avait assez choqué les juifs américains. Oui, bien sûr, les gens de BDS et les autres critiques d'Israël. Vous avez, en dehors de BDS, les soldats de Breaking the Silence qui sont interdits désormais de conférences dans les établissements d'éducation israéliens. Il y a B'Tselem qui est attaqué régulièrement. Vous avez une gauche israélienne. Les ONG sont là, font leur travail. Ce sont des Israéliens extrêmement courageux qui se battent. D'autres questions, monsieur? Oui, à propos de l'Iran, toujours. À défaut de bombarder l'Iran, Israël bombarde certaines positions iraniennes ou leurs affidés en Syrie. Comment la situation à cet égard peut évoluer? Et en Irak? Et en Irak, absolument. Et en Irak. Pour moi, je le dis que lorsque je parle à des gens de droite, c'est le grand échec de Netanyahou, dont la politique a fini par amener l'Iran aux portes d'Israël. Les Israéliens, l'armée, les services font tout pour essayer d'empêcher le déploiement de missiles de grande précision aux frontières. D'abord, il y en a déjà pas mal au Liban,
Entre aujourd'hui le Hezbollah et Israël, si je comprends bien la situation, il y a une dissuasion réciproque. S'il y a une guerre entre Israël et le Hezbollah, le Liban subira de très importantes destructions. Et le Hezbollah le sait. Les Israéliens subiront des destructions aussi, mais probablement beaucoup moins importantes. Donc c'est un équilibre dissuasif qui est sur place. Les Israéliens font tout pour empêcher le déploiement de milices chiites iraniennes, gardiens de la révolution ou autres, en Syrie et en Irak, avec des missiles. Ils sont apparemment, d'après ce qu'on voit, assez bien renseignés pour pouvoir bombarder des entrepôts là où ils se trouvent. Maintenant, toutes les dernières guerres en Israël sont arrivées quand on ne s'y attendait pas. 2006, le Hezbollah enlève 3 soldats, ça s'est terminé avec des morts, d'importantes destructions. 33 jours. Oui, très dur. Les pépins peuvent toujours arriver, c'est vrai. Je ne peux pas te donner d'autres réponses. Tu parlais de la précision des missiles. Visiblement, c'est une question qui est venue avec beaucoup de force dans la dernière période. Mais il y a aussi la question de la portée des missiles. Parce que si ma mémoire est bonne, en 2006, justement, plusieurs centaines de milliers d'Israéliens avaient quitté le nord du pays pour se réfugier au centre et au sud, où ils n'étaient pas bombardables par les missiles iraniens. Mais si j'ai bien compris aussi, aujourd'hui, les missiles iraniens vont jusqu'à Eilat. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de guerre? C'est-à-dire, vous y vivez en Israël, nous, on est loin, mais je veux dire, j'ai pas l'impression, il n'y a pas de métro en Israël, ni à Jérusalem, ni à Tel Aviv. Les infrastructures de défense civile sont quand même assez réduites. Le risque est un risque important, pas seulement pour les infrastructures israéliennes, mais aussi pour la population, en cas de guerre avec le Hezbollah. Nous, on a une pièce fortifiée. Maintenant, c'est obligatoire. Obligatoire Oui. pour de nouveaux appartements, c'est obligatoire. Et en 2006, tout ce qui était high-tech dans le nord du pays était réfugié en sous-sol dans des abris très protégés. Mais pas les gens. Enfin, il y a des abris, il y a ce qu'on appelle les pièces étanches. Hein. Dans chaque appartement aujourd'hui, il y a les pièces étanches. Maintenant, ça risque d'arriver, oui. Maintenant, on parle de 100 000 missiles à portée diverses, à précision diverse, au Liban, au Hezbollah. Maintenant, oui, Israël a les moyens de détruire. Pour moi, Israël ne fait pas face à une menace existentielle externe. Pour moi, la menace en Israël, elle est interne. C'est le développement de l'éducation. C'est la baisse de niveau de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de l'informatique. C'est le premier chiffre que je vous ai donné en commençant à parler ici, c'est les 41% d'enfants juifs seulement rejoignant l'enseignement laïque d'État. Pour moi, c'est ça. L'autre problème, évidemment, le problème de la démocratie vis-à-vis du public arabe, israélien, les Druzes, et vis-à-vis de la Palestine, parce qu'on va vers un État binational sous une forme ou une autre. On n'évacuera pas des centaines de milliers d'Israéliens des colonies où ils sont, même s'il y a un accord et autres. Et aucun dirigeant du peuple palestinien n'acceptera un accord avec Israël sans Al-Aqsa. Sans Al-Aqsa, voilà. Les Israéliens, aujourd'hui, sont absolument incapables même de penser à donner un bout de la vieille ville de Jérusalem aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne. Il n'y a pas. Le blocage est réel, profond. Alors on a
la communauté internationale qui parle de la solution à 2 États. Les dirigeants français ont compris d'abord qu'il n'y aura pas, mais il faut quand même continuer. Et puis à Ramallah, il y a un type qui est plutôt sympathique, qui s'appelle Mahmoud Abbas. C'est comme un vieux parent à qui il faut donner régulièrement un peu d'argent pour qu'il paye son loyer. Et puis voilà, donc il vient, il est reçu. Les Palestiniens sont très sympathiques, on les soutient, c'est bien, ils font... Puis voilà, maintenant la vraie puissance, c'est Israël, sa technologie. On avait vu Macron, tu avais vu Macron quand il était venu... avant qu'il soit président. Avant qu'il soit président, il adore la technologie israélienne, voilà. Mais d'ailleurs, la majorité des personnalités françaises qui viennent, leur premier objectif, c'est d'aller voir la Startup Nation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas du tout au courant qu'il y a une contradiction. Cette Startup Nation qui fait des choses extraordinaires, du point de vue écologique, Israël est très en retard sur tout ce qui est révolution verte, etc. Donc ça, c'est toutes les contradictions de cette société, de ce pays, quoi. Tu as parlé très discrètement, comme ça, au passage, d'État binational, mais ça veut dire quoi? Parce que, ou bien c'est l'apartheid, comme on a aujourd'hui, plus ou moins, avec des versions diverses, ou bien c'est un État binational démocratique où tout le monde a les mêmes droits, la même... Alors je sais bien que le président israélien est un des rares hommes de droite qui est favorable au droit de vote pour les Arabes, les Palestiniens de Cisjordanie en cas d'annexion. Il n'est pas contre l'annexion, mais il est pour le droit de vote. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une idée vraiment majoritaire en Israël, l'idée de donner le droit de vote aux Palestiniens de Cisjordanie. Alors, quand tu poses la question à Madame Shaked, qui était la ministre de la Justice du parti nationaliste religieux, elle-même n'étant pas religieuse, mais tu parles de la pin-up qui posait avec un flacon de parfum c'est son. Qui disait fascisme, c'est ça? Oui, c'est ça, avec un parfum, voilà, fascisme, exactement, fascisme. Il pose la question, il dit, mais ils peuvent voter en Jordanie. Ah oui. Écoutez, la communauté internationale a raté. Les Américains ont mal monté... les sommets, le sommet de Camp David était une cata. Bush fils a fait des déclarations au moment de la guerre en Irak pour 2 États. Colin Powell a fait des allers-retours. Condoleezza Rice, républicaine, a essayé de pousser. Leur vision était qu'en l'absence d'accord, ça va aller de plus en plus mal au Proche-Orient. Si l'autorité palestinienne s'effondre, pour des raisons économiques ou autres, ou tout simplement elle est mûre, comme ça, comme une poire blette, comme ça elle tombe de son arbre, plouf. C'est un copain, un vieux dirigeant palestinien qui me dit, je me lève le matin, je regarde à la fenêtre, puis je trouve ça incroyable. L'autorité palestinienne existe encore. L'armée israélienne va devoir se réinstaller dans les villes autonomes. Quid des armes de la police et des services palestiniens? Aujourd'hui, c'est la coopération complète entre l'autorité palestinienne et les services israéliens pour empêcher... le Hamas et autres d'agir. Récemment, la police palestinienne et les autres services de renseignement, le Mukhabarat, ont découvert des petits missiles en train d'être construits par des groupes du côté de Toul-Karem qui allaient balancer des petites roquettes sur des villes israéliennes voisines. Ça, c'est le travail de l'autorité palestinienne qui, effectivement, maintient le calme et la sécurité en Cisjordanie, mais aussi pour Israël. Mais les images de la reconquête ou de la réoccupation de Ramallah, Jenin, Naplouse, la Casbah, la vieille ville de Naplouse par l'armée israélienne, ça fera pas mal bouger sur les télés en Europe. D'autres questions encore, monsieur? Ici, pardon. Oui, tout à l'heure, on a évoqué Trump.
Mais en cas si un impeachment aboutissait, ce qui est pas l'hypothèse la plus probable, ça donnerait lieu à, au pouvoir à Mike Pence, qui est encore pire que Trump, un chrétien fondamentaliste. Écoutez, là, on est dans les hypothèses. Franchement... Ça peut toujours aller plus mal, quoi. Oui. Hein, c'est ça le problème. C'est que ça va toujours plus mal, et on s'aperçoit qu'il y a toujours encore pire, que le trou ne cesse de s'approfondir. En tout cas, depuis une trentaine d'années qu'on se connaît, qu'on se voit, ça va toujours plus mal. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est et vrai. parfois, on a l'impression qu'on est au fond du trou. On dit, on est au fond du trou. Non, il y a... On creuse encore. Monsieur. Alors, j'ai une question par rapport, parce que vous avez parlé plutôt de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, etc., mais pas de la jeunesse palestinienne. Le peuple et la jeunesse palestinienne, quelle est votre position de l'extérieur? Nous, on a des éléments où cette jeunesse donc revendique sa liberté, de vivre, etc. Et donc voilà, ma question c'est quid de la jeunesse palestinienne? D'abord, c'est une jeunesse moderne, y compris à Gaza, pas nécessairement les mômes qui sont embrigadés dans le Hamas. Vous avez des start-up palestiniennes qui souvent d'ailleurs fonctionnent et travaillent avec des Israéliens, des start-up israéliennes. De ce point de vue-là, on s'entend, ça marche, y compris à distance de Gaza. Cisjordanie maintenant, attitude politique. Quand des mômes palestiniens décident qu'ils en ont marre de ces vieux corrompus, ils se l'expriment sur Facebook, ils ont la visite des services palestiniens et ça peut se passer très mal. On a pas mal de confrères journalistes palestiniens qui sont en tôle ou qui se sont fait pas mal tabasser pour avoir critiqué Abbas et compagnie. L'autorité palestinienne, ce n'est pas un parangon de justice et de démocratie. Il ne faut pas critiquer. C'est là, le Hamas à Gaza, la dernière fois qu'il y a eu des émeutes pour la faim à Khan Younes, ils les ont dispersés à la Kalachnikov. Donc oui, problème de la jeunesse palestinienne. Vous savez, personnellement pour moi, c'est un crève-cœur. J'ai fait les premiers reportages sur la première intifada avec les comités populaires palestiniens dans les villes où sous couvre-feu, on commençait à faire pousser des légumes dans le jardin ou dans les pelouses. Et puis, quand l'armée interdisait l'éducation en Cisjordanie, ça se faisait clandestinement. J'ai même filmé un reportage qui avait beaucoup plu à l'époque ici, sur des cours qui se déroulaient dans une caverne. Et puis, les Palestiniens ont tenu, ils ont fait, et puis il y a eu Madrid, et puis Oslo, et puis à un moment donné, puis Arafat arrive, et puis Mr. President. Vous savez, les Israéliens construisent dans les colonies, là. Yeah, I know. Mais quand on aura un accord, ils partiront. You really believe? Ça, c'est devant la caméra. Ou alors, quand un beau matin, Saeb Erekat décide que tout seul, c'est un peu compliqué, et puis ils créent un comité d'aide aux négociations faisant venir les mômes palestiniens de la nomenclatura qui étudiaient à Princeton, Yale, Sorbonne et ailleurs, pour faire un groupe de soutien avec des docteurs en droit, en sociologie, etc. Et puis je les rencontre, puis ils disent, vous avez vu, il y a un grand mur qui se construit. Ah oui, où ça? Ben oui, la stratégie palestinienne est un échec total. Et c'est une stratégie qui a été débutée par Abbas, voilà. Mais il faut dire, Charles, que dans les sondages, je ne parle pas de sondages israéliens, mais palestiniens, qui sont des choses qui ont leurs défauts comme tous les sondages, c'est très frappant que parmi les jeunes, on ne croit plus aux deux États.
Moi non On plus. est pour un État binational, démocratique, mais c'est très net, hein, l'âge. Ils sont aussi dans une illusion que si c'est un seul État, ils auront des droits de citoyens à égalité. Or, ce n'est pas du tout le projet, en tout cas pour l'instant, le projet politique israélien. C'est ça le problème. Cela dit... Ce que je voulais ajouter quelque chose. Non, pardon, tu avais pas fini. J'ai fini. Si, tu as fini. Vous savez, est-ce que vous avez vu ce film formidable qui s'appelle Tel Aviv en feu, je crois, voilà, qui est formidable. Si vous voyez, parler de la jeunesse palestinienne en général, c'est compliqué. En revanche, il faut en parler de façon, il faut toutes les couches, toutes les subtilités, etc. Vous avez le problème de la jeunesse palestinienne, c'est-à-dire 30, 40 ans, face aux caciques de 60, 70 ans, parfois plus. Vous avez tout le problème de Jérusalem-Est face à Ramallah. Vous avez toutes ces subtilités. Donc c'est compliqué, à mon sens, hein, c'est difficile de faire un panorama général sur cette jeunesse. Vous avez la jeunesse des camps de réfugiés qui sont aujourd'hui des véritables villes, hein, des camps de réfugiés. Vous avez la jeunesse de la nomenclatura. Rien à voir. Donc c'est compliqué. Il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, et qu'on voit dans Tel Aviv en feu, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui veut prendre le pouvoir, enfin qui veut participer, qui veut être une jeunesse, faire partie des décideurs, et qui pour l'instant n'y arrive pas. Donc ça, et je pense que c'est ça le véritable problème. Vous avez aussi l'évolution de la société palestinienne en général, en Cisjordanie, et puis évidemment la société palestinienne à Gaza. Donc je dirais qu'il faut, c'est tous ces paramètres pour parler de la jeunesse palestinienne. Je crois qu'il faut faire une vraie enquête et avec tous ces paramètres. Voilà, donc si vous n'avez pas de raison de lire Le Point, vous en avez une, c'est de lire Daniel, qui écrit régulièrement des choses absolument passionnantes. Ouais, ah oui, vraiment, sur la chronique législative, vraiment, ah oui, voilà. ça vous a passionné. Ouais. Et donc, non, c'est vrai, j'ai été la seule à sentir qu'il se passait quelque chose dans l'électorat palestinien d'Israël, hein, et qu'il voulait aller aux urnes. Et je suis la seule à avoir fait un papier. Tout le monde disait l'inverse. Oui. Comment Tout le monde disait tout le monde, l'inverse. voilà, exactement. Merci en tout cas beaucoup, Charles et Daniel. Bravo pour votre travail.